18h, le Club de la Bourse. Avec nos deux invités, pendant une heure avec nous en plateau, je vous les représente. François Mallet, responsable des marchés actions de Kepler-Chevreux, et Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance. Si on reprend la séquence là, de court terme sur les marchés, François, plus 4,5-5% en 2 jours pour les actions européennes. Qu'est-ce qui motive cette hausse? On est uniquement guidé par le dossier grec à nouveau là sur ces séances-là? C'est toujours la même chose, c'est la visibilité. On manquait de visibilité effectivement sur ce dossier. On s'est fait peur, même si fondamentalement il n'y avait aucune raison d'avoir peur, et on se doute bien qu'à d'un point de vue politique, il y avait consensus pour régler la situation. C'est ce qui va se passer dans 48 heures, c'est une bonne chose. Et maintenant, on peut revenir aux fondamentaux qui me semblent beaucoup plus importants, sont les statistiques économiques qui sont sorties ce matin et qui montrent qu'effectivement, on a des signes clairs de croissance et de reprise de la croissance, même si elle est molle en Europe. C'est ça qui est important, c'est ça qui est important pour les résultats des entreprises, et c'est ce qui explique finalement ce rattrapage de marché après une baisse qui n'était pas justifié justement par ces fondamentaux. Bon, mais les chiffres de ce matin, ils sont un peu plus importants que prévu parce qu'il y avait l'inquiétude que le dossier grec, le bruit grec puisse un petit peu entamer cette confiance et cette reprise européenne. Alors ça, je suis désolé, je n'y crois pas du tout. Je pense que les industriels aujourd'hui n'étaient pas spécialement inquiets par la crise grecque. Je pense pas que la Grèce représente beaucoup pour les entreprises en matière de marché potentiel. Qu'il y ait eu des craintes sur la zone euro, oui, mais une fois de plus, au niveau des chefs d'entreprise, je ne crois pas que c'était une inquiétude particulière. Non, l'inquiétude, c'était par rapport à la croissance. Aujourd'hui, on a des signes, finalement, que la reprise américaine s'exporte peut-être mieux que prévu, et on commence à avoir des signes concrets de reprise en Europe. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il reste malgré tout un risque de déception là, sur l'issue grecque, sans aller jusqu'à l'échec des négociations, qui là, évidemment, serait quand même assez mal pris, on imagine, par le marché. Mais est-ce qu'on peut aboutir à un accord qui ne soit pas satisfaisant pour les investisseurs, Benjamin? Moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop aujourd'hui parce que je dirais que le problème grec aujourd'hui est avant tout un problème politique, et que, comme l'expliquait François, il y a avant tout aujourd'hui une volonté politique de régler ce problème. Je crois que très clairement aujourd'hui la situation grecque est plus un problème pour l'Europe qu'un problème pour la Grèce, j'ai l'impression. Il y a un problème d'exemplarité, et il faut qu'on trouve une solution. Je me fais pas trop d'inquiétude sur le sujet. Je suis plus inquiet par contre sur la situation de l'économie américaine, qui mérite elle d'être confortée. Markit aujourd'hui, dans la publication des indicateurs PMI, indiquait que si la situation continue à se détériorer, on serait peut-être obligé de reporter encore la hausse des taux. Et là, j'ai l'impression qu'on fonctionne un peu par un processus de vase communicant. C'est-à-dire qu'il y avait de la croissance aux États-Unis, la parité euro-dollar s'est ajustée. Aujourd'hui, il y a davantage de croissance en Europe, moins de croissance aux États-Unis. Il va falloir voir si les États-Unis sont capables de repartir dans les mois qui viennent. Markit évoque carrément un risque de détérioration pour le 3e trimestre. Donc c'est un mouvement de va-et-vient aujourd'hui qui est plutôt favorable à l'Europe, enfin l'économie européenne, moins pour les États-Unis. Ça veut dire quoi? Il y a un vrai risque d'erreur de politique monétaire, parce que Yellen, elle s'engage pas, mais elle le dit quand même assez clairement. Il y aura au moins une hausse de taux d'ici la fin de l'année, Benjamin. Oui, mais je dirais que quelque part cette hausse des taux, alors d'abord d'ici la fin de l'année, c'est pas si clair que ça. Dans l'état actuel des choses, il y aura une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Après, la vraie question, c'est pas tellement celle-là. Je pense que tout le monde a plus ou moins acté qu'il y aurait une hausse des taux. La question, c'est comment ça se passe après. Est-ce que les États-Unis sont capables d'encaisser ces hausses de taux, et est-ce que le renchérissement du coût de l'argent ne fait pas courir un risque trop important à l'économie financière? La plus dure, c'est celle qui nous fait passer de 0 à 0,25 de taux directeur, ou est-ce que ce sont celles d'après? Ce sont celles d'après, parce que celle-là, quelque part, elle est actée par le marché. Si celle-là n'arrive pas, c'est très problématique, parce que là, le marché perd confiance. Si celle-ci arrive, quelque part, tout le monde l'attend. Donc la seule vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on est capable d'aller plus loin? Il y a eu un précédent comme ça de situation économique un petit peu similaire et de sortie de crise. C'était en 1937. En 1937, la Réserve fédérale avait monté les taux 3 fois de suite, en l'espace de 14 mois, si je me souviens bien.
avant de devoir faire marche arrière parce que l'économie s'était à nouveau totalement grippée et les actions avaient perdu 50%. Après, la suite de l'histoire est difficile à écrire parce qu'il y avait eu la guerre, donc on ne sait pas exactement comment ça se serait passé dans un contexte normal de marché. Mais donc là, il y a un vrai danger. On n'a quasiment jamais connu de situation où on devait gérer un calendrier de remontée des taux quand on était passé par zéro et surtout passé par zéro aussi longtemps avec l'inflation que ça a entraîné sur les actifs. Une Fed qui resterait dans un corner, là, c'est possible, c'est un bon scénario pour le marché. Enfin, une Fed donc qui arriverait parce que c'est une promesse, un engagement, puis qu'il y a presque la politique derrière tout ça. Yellen, ils sont aussi très critiqués pour la politique de Thomas, mais voilà, toute la psychologie de marché autour de la première hausse de taux, mais derrière une Fed qui resterait dans un corner, qui serait un petit peu main liée comme ça, sans plus pouvoir faire grand chose. Non, c'est pas une bonne chose, parce que ce qui est une bonne chose, une fois de plus, on revient toujours à ce thème de la visibilité. C'est ça que les marchés saluent. Et la visibilité, c'est de savoir que demain, oui, il y aura une hausse des taux, mais une hausse des taux graduelle. Si le marché voit ça, alors effectivement, il sera satisfait. S'il voit qu'au contraire, les statistiques de l'économie américaine continuent à aller dans tous les sens et finalement une espèce de politique de stop and go, là, ça créera de nouveau un climat d'incertitude qui ne sera pas bon pour les marchés financiers. C'est ça un peu la psychologie. Non, on préférerait voir un scénario où cette croissance molle se poursuit et où on a une remontée des taux graduelle qui ne met pas en danger justement cette croissance économique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les statistiques continuent à aller dans tous les sens, même si quand même par rapport au logement, ça va plutôt dans le bon sens. On a quand même eu ce phénomène du premier trimestre qui est venu créer justement une incertitude et un manque de lisibilité sur les statistiques américaines. Bon, il y a ce rattrapage au deuxième trimestre. Effectivement, le troisième trimestre va être clé. Mais une croissance faible, dans le contexte de valorisation de Wall Street aujourd'hui, avec des profits qui sont au plus haut pour les entreprises américaines, cette croissance faible, est-ce qu'elle leur apportera suffisamment justement de croissance de chiffre d'affaires? Parce que en termes de restructuration, gratter sur les coûts, là, ça paraît difficile. C'est plus là que ça se joue aujourd'hui. Il y a la croissance, mais il y a un autre thème, et je suis sûr qu'on va l'aborder, c'est quand même d'être capable d'acheter de la croissance. Et aujourd'hui, les sociétés américaines sont dans une situation où elles peuvent faire des acquisitions dans d'excellentes conditions. Donc, je pense que ça aussi, c'est un moyen de retrouver de la croissance ou de trouver de la croissance pour un certain nombre d'entreprises. Et les concentrations dans certains secteurs, je pense qu'elles vont se poursuivre. Bon, votre sentiment, Benjamin, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, le marché américain a quand même résisté de manière assez spectaculaire. On est à 10 points des plus hauts sur le S&P 500, le Nasdaq est sur des nouveaux records historiques. Voilà, tous ceux qui prédisent le crack à Wall Street, pour l'instant, jusqu'à présent, en tout cas, ils se sont trompés là. Oui, non, je crois qu'on arrive au virage, voilà, et le pire n'est jamais sûr, heureusement. Il faut être optimiste, mais pas complaisant. Et en matière d'optimisme, je dirais qu'aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est de voir si la Réserve fédérale va correctement juger la situation pour pouvoir piloter cette sortie d'argent à zéro pendant très longtemps, sans que ça cause de dégâts sur la sphère financière principalement, et si l'économie réelle arrive à encaisser cette remontée des taux. Alors effectivement, les sociétés ont aujourd'hui des situations de trésorerie et puis des conditions de crédit encore qui sont bonnes, mais le renchérissement du coût de l'argent pourrait rapidement retourner la situation. C'est une des inquiétudes de Steve Jacobsen chez Saxo Bank. Il va falloir surveiller ça de très près. Moi, je reste quand même circonspect. Bon, effectivement, il y a des bons chiffres au niveau de l'emploi. Ça, aux États-Unis, c'est indéniable. Après, il y a une question de qualité, même Janet Yellen l'a souligné. Au niveau des chiffres de l'immobilier, c'est incontestable que les chiffres sont meilleurs. Néanmoins, il y a quand même une très très grosse disparité dans ces chiffres. Si on regarde, notamment dans les chiffres, par exemple, qui ont été publiés aujourd'hui, on constate que deux des zones sont flat ou légèrement en baisse et que l'intégralité de la hausse provient d'une seule zone, le nord-est, avec une croissance de plus de 100%, je crois. On en est à plus de 165% de hausse sur les deux dernières statistiques. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène temporaire qui devra être ajusté par la suite? Je ne sais pas, il faudra qu'on vérifie. Mais pour l'instant, effectivement, ces chiffres, en tout cas facialement, sont bons. Oui, mais même plus généralement, c'est même la croissance, la disparité de la croissance au sein des États américains. C'était Véronique Riche-Flores hier, économiste, qui nous disait, je crois qu'il y a 22 États américains qui sont encore sous leur niveau de PIB par habitant d'avant-crise. Donc, on pourra parler du pétrole si vous voulez. Effectivement, les gros États producteurs de pétrole de schiste en ont bien profité ces dernières années. Aujourd'hui, c'est plus difficile. François.
le verre à moitié vide, à moitié plein quand j'écoute ça. C'est que comme il y a 22 États, vous avez raison, donc le potentiel d'amélioration est forcément très important. Donc ça vous laisse aussi un potentiel de bonne surprise. C'est histoire de dire que c'est une reprise atypique, qu'on n'est pas dans le cadre d'une reprise normale et qu'effectivement le jugement monétaire, voilà. Donc forcément, on est dans une reprise, dans une sortie de crise qui dure quand même depuis maintenant presque 6 ans, 7 ans même. Et malgré tout, on n'est pas revenu sur des niveaux de croissance qui sont ceux d'avant-crise. Donc on est quand même dans une sortie de crise qui est très atypique, oui, quoi qu'il en soit. Est-ce que l'arbitrage de privilégier les actions européennes versus les actions américaines, il reste, enfin, le consensus qu'on avait en début d'année, il reste de mise, là, malgré les soubresauts, les secousses qu'on a connues, la phase de correction, de rebond violent ces 2 derniers jours, là, on garde le cap ou pas? Si on anticipe de toutes les façons des bonnes surprises, c'est plus en Europe qu'on va les avoir, étant donné la situation qu'on vient de traverser, plutôt qu'aux États-Unis, où effectivement une grosse partie de la reprise est déjà jouée sur le marché américain. S'il y a remontée des taux en plus aux États-Unis, a priori, le contexte sera plus favorable chez nous dans ce contexte-là pour un investissement, oui. Bon, les acquisitions, les fusions-acquisitions, les opérations de marché aussi. Il y a pas mal d'introductions en bourse là, il y a des processus qui sont en cours. Il y a Europcar, alors une des plus grosses. Pour l'instant, il y a eu SPIE, je crois, Europcar aussi. Il y en aura d'autres à venir cette année. Enfin, la fenêtre de tir est toujours pleinement ouverte. C'est des dossiers qui se placent facilement, François. Est-ce que les émetteurs aussi, en tout cas les entreprises qui se cotent, sont plus prudentes, plus méfiantes, moins gourmandes, on va dire ? Non, enfin oui et non, puisque le marché montre que les investisseurs regardent de très près les valorisations. Et aujourd'hui, on constate, que ça soit en Europe ou aux États-Unis, qu'ils font extrêmement attention à la valorisation qui sont envisagées justement par ces émetteurs. Donc non, tout ne se place pas facilement, il faut faire très attention. Regardez SPIE, c'était la 2e fois que SPIE venait sur le marché. Effectivement, cette fois-ci, ils ont fait très attention en termes de valorisation. Ça s'est extrêmement bien passé. On peut imaginer, compte tenu de la fourchette que l'on a vue sur Europcar, on peut imaginer que les choses, là aussi, se passent bien, parce qu'effectivement, c'est le bon prix qui a été choisi. Mais il faut se souvenir que finalement, l'investisseur, ou plus exactement celui qui détient Europcar aujourd'hui, ne vend qu'une partie. Donc il aura, Eurazeo, une autre partie à vendre progressivement sur le marché. Donc là aussi, c'est un réflexe, je dirais, réfléchi, qui fait qu'on ne sort pas au plus haut en termes de valorisation pour se réserver des fenêtres, justement dans les mois ou dans les années à venir. Bon, la première cotation aura lieu vendredi pour Europcar. On suivra ça évidemment dans Intégral Bourse. Les matières premières, c'est votre domaine, ça, Benjamin. Il nous reste 2 minutes. C'est quoi les 2-3 points saillants, là, le petit topo du marché des commodities, des matières premières qu'il faut avoir en tête là aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a, je pense, deux gros points à surveiller. Le premier, c'est le marché du pétrole de schiste aux États-Unis. L'Arabie Saoudite et l'OPEP sont rentrés dans une phase de combat commercial avec les autres producteurs pétroliers, et notamment ceux qui sont à la marge en termes de coûts de production, c'est-à-dire les pétroles de schiste et les sables bitumineux du Canada. Aujourd'hui, il semble qu'ils soient en train de gagner leur pari, mais il va falloir surveiller ça de très près, parce qu'il y a eu énormément de fonds d'investissements qui se sont montés pour investir dans le high yield américain, dans le domaine pétrolier, qui la dette envisage la dette à haut rendement, toujours dans la recherche de performance. On le disait tout à l'heure, je souriais parce que j'entendais l'autre jour parler de Nestlé aujourd'hui qui emprunte à taux négatif, et il y avait quelqu'un qui répondait oui, il vaut mieux avoir l'action, au moins on a le dividende et du café gratuit à l'Assemblée Générale. C'est un peu ça. Là, on est dans la même situation, il y a de la recherche de rendement, donc il y a des fonds qui sont montés pour ça, mais il va falloir être très sélectif. Les gros acteurs du marché ont déjà indiqué qu'ils n'étaient pas intéressés. On a aujourd'hui une société japonaise, Itochu, qui a annoncé qu'elle faisait un write-down, elle revendait la totalité de la prise de participation qu'elle avait prise en 2011. Elle avait acheté ça $1 milliard dans Samsung Energy, dans un consortium avec KKR. Elle a revendu ça à Samsung Energy himself aujourd'hui $1. D'accord. $1. Donc, elle se sauve avant que ça lui coûte de l'argent. Aujourd'hui, je pense que dans l'été, la production de pétrole de schiste risque d'augmenter. Il y a un certain nombre de facteurs saisonniers qui font que c'est plus facile de produire à cette période de l'année. Il va y avoir des financements qui vont arriver par le biais de ces fonds de high yield. Mais derrière, comment va se passer l'automne ?
C'est une vraie question parce qu'aujourd'hui on croule sous le pétrole. Il y a des tankers de pétrole nigérians qui n'arrivent pas à trouver d'acheteurs aujourd'hui et qui tournent, qui font des ronds dans l'eau. Alors que dans le même temps, on a une tension. La pression sur les prix, la pression financière sur les acteurs n'est pas terminée. On va avoir une baisse de prix, une nouvelle baisse de prix, et après peut-être que le prix du pétrole pourra repartir assez fort. Puis le deuxième point, c'est l'or. Eh ben on en parlera après. On en parlera après de l'or parce qu'il est 17h30 et que c'est l'or de la clôture là. C'est pas mal celle-là, hein, François Mallet, je l'ai pas dit. On n'est pas sûr que c'est le fixing, c'est l'or du fixing avec Alexandre Baradez, chef analyste d'IG. Rebonjour Alexandre. Bonsoir. Bon, rapidement, effectivement, encore une belle séance, 4 séances de hausse et un gain de 4% là en 2 jours pour les actions européennes. Oui, effectivement, ça semble tenir sur les actions européennes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mouvements à la baisse, on en reparlera peut-être tout à l'heure plus longuement. Ce qui est à noter aujourd'hui, c'est le fort mouvement de baisse de l'euro par rapport au dollar et qui est notamment accéléré par les propos de Powell, de la Banque centrale américaine, qui a laissé entendre qu'il y aurait 2 hausses de taux cette année, une en septembre et une autre probable en décembre. Et on a vu que le dollar s'est fortement apprécié à la suite de ces déclarations. Donc ça remet en lumière finalement que le marché d'échange, l'euro par rapport au dollar, est surtout sensible aux questions de politique monétaire et peut-être un petit peu moins sensible à la Grèce à court terme. Merci Alexandre, on vous retrouve dans quelques minutes juste après la clôture définitive. Le CAC donc au fixing plus 1,2%, 5057 points et Athènes qui a clôturé sur une hausse de 6% hier. Hier Athènes qui gagnait déjà 9%. Le journal de l'économie avec la CCI Paris-Île-de-France, partenaire au quotidien du développement des entreprises et de la formation de leurs collaborateurs. Juste avant la clôture définitive, Aurélie Planex est avec nous pour le journal de l'économie et l'heure H approche pour Bouygues et son conseil d'administration. Oui, qui se réunit donc tout à l'heure pour étudier l'offre de 10 milliards d'euros mise sur la table par Patrick Drahi. Le patron d'Altis, maison mère d'SFR Numéricable, sera de son côté reçu tout à l'heure à Bercy par Emmanuel Macron, le ministre de l'économie qui a tempéré un petit peu ce matin ses propos tenus dimanche. Après s'être déclaré opposé à une consolidation du secteur, Emmanuel Macron dit aujourd'hui ne pas avoir de religion sur la nécessité de 3 ou 4 opérateurs en France. Le dossier a en tout cas été l'objet d'un échange à l'Assemblée nationale tout à l'heure. La droite estime que le gouvernement n'a pas à se mêler de cette affaire car il s'agit de relations entre groupes privés. Mais au contraire, Emmanuel Macron a défendu la position du gouvernement attentive et vigilante. Comment comprendre l'offre qui a été apparemment remise il y a quelques jours par le groupe SFR Numéricable ? Bien d'abord comme une offre qui va trop vite. Nous n'avons pas évalué à ce jour les résultats et les conséquences de l'offre de Numéricable sur SFR. Et nous avons des doutes en matière d'emploi, en matière de délai de paiement, par rapport aux engagements tenus. Ensuite, nous devons regarder de près les conséquences sur l'investissement. À court terme, sera-t-il bon ou pas? Je ne sais pas le dire. Sur l'emploi, il est à peu près évident que sur l'emploi, il y aura des destructions d'emplois à cause de cette opération. C'est ce qu'on appelle joliment les synergies. Et donc, nous sommes opposés à ce choix. Et donc, c'est pourquoi, pour toutes ces raisons, il est nécessaire de regarder de près cette opération, de s'expliquer. Parce que contrairement à ce que j'ai pu entendre de la part de M. Jacob, oui, l'État a un rôle à jouer en la matière. Il consiste à jouer pour le long terme et pour notre économie. Merci, Monsieur le Ministre. La lutte contre la fraude fiscale en France progresse. Les services de l'État ont redressé 19 milliards d'euros l'an dernier. C'est 1 milliard de plus qu'en 2013. Toutefois, en raison des délais de paiement ou encore des recours juridiques, seuls 10 milliards et demi sont effectivement rentrés dans les caisses de l'État. Le dossier grec trouvera-t-il son épilogue cette semaine? En tout cas, les ministres des Finances de la zone euro et chefs d'État réunis hier à Bruxelles se sont montrés optimistes à ce sujet, même s'il reste encore du travail à faire, notamment sur la TVA et les retraites. Un rendez-vous a été pris pour demain avec une nouvelle réunion de l'Eurogroupe avant le sommet de jeudi. Et puis, malgré les incertitudes qui peuvent encore peser sur l'issue de la crise grecque, la croissance de l'activité privée en zone euro a atteint un plus haut de 4 ans en juin. La reprise semble s'être généralisée à l'ensemble de la région, puisque cela se vérifie notamment en France, avec là aussi un indice PMI au plus haut depuis 4 ans. Les États-Unis renforcent leur arsenal en Europe. Washington annonce le déploiement de chars et autres matériels militaires lourds, à la fois dans les États baltes, la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, mais aussi en Allemagne. L'opération vise à rassurer les membres de l'OTAN qui s'inquiètent des intentions de la Russie depuis l'éclatement de la crise en Ukraine. Uber Pop est plus que jamais dans le viseur du gouvernement. Bernard Cazeneuve a annoncé tout à l'heure le renforcement des moyens de poursuite contre ce service de transport entre particuliers qui est, selon le ministre de l'Intérieur, en situation illégale absolue. Des propos qui interviennent à 2 jours d'un mouvement national de grève des taxis, alors que les tensions entre les taxis et les chauffeurs d'Uber Pop se multiplient. Enfin, Paris est donc officiellement candidate à l'organisation des Jeux Olympiques
olympiques de 2024. L'annonce a été faite tout à l'heure à la mi-journée. À la tête de cette candidature, Bernard Lapasset, le patron du rugby mondial, ou encore Tony Estanguet, le triple champion olympique de canoë. Boston, Hambourg, Rome et Budapest sont également sur les rangs. Le CIO rendra sa décision dans 2 ans. Grégoire, c'est l'heure de la clôture à Paris. On va clôturer dans le vert. Effectivement, une 4e séance de hausse consécutive pour les actions européennes après une très belle séance hier, puisque c'était une des plus belles séances de ces dernières années. On gagnait quasiment 4%. Et ce soir, le CAC qui arrive encore à afficher un gain de plus de 1%, 5057 points pour l'indice parisien, plus 1,18%, avec pas mal de valeurs cycliques qui ont été les leaders de ce marché. Le volume 4,5 milliards échangé donc sur le CAC. On a Lafarge en tête, plus 3%, l'automobile bien représenté, Peugeot plus 2,5%, Renault gagne plus de 2%, le secteur bancaire était bien orienté également cet après-midi en Europe, BNP gagne près de 2%, et puis ça s'est calmé un petit peu sur les télécoms. On attend la décision de Bouygues donc à l'issue du conseil qui doit se tenir ce soir à partir de 18h. Numéricable SFR moins 0,6%, Bouygues ne fait rien, Iliad, maison mère de Free, gagne 1%, Orange plus 0,7% et dollar qui a pris encore 1% aujourd'hui. On est tombé sur l'euro-dollar du coup à moins de 1,12, 1,1193. Le CAC à l'arrivée 5057 points, plus 1,18%. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, François Mallet, responsable des marchés actions de Kepler-Chevreux, Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance, et en duplex depuis IG, chef analyste d'IG, Alexandre Baradès qui est avec nous. Alexandre, bon, même si on a le marché un peu faibli en fin de séance, on a ralenti un petit peu le rythme de hausse, néanmoins on a quand même 2 très belles séances et même 4 séances de hausse consécutives désormais en Europe, donc un rebond quand même assez vif et assez violent là. Bon, c'est violent et je pense que c'est un signal. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'autant il y a quelques jours, nous avions un premier rebond, souvenez-vous, il y a à peu près une dizaine de jours, dans la zone des 5020 pour le CAC, qui s'était ensuite rapidement affaibli et qui était retombé dans la zone des 4700 points. Et puis, c'est la nouvelle accélération qu'on a sur le niveau qu'on a dépassé, donc depuis 10 jours, et on est repassé au-dessus des moyennes de prix sur des graphes en daily, ce qui sont des éléments plutôt intéressants. Ça repose en plus sur des éléments de base. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, que ce soit des propos de Juncker, Moscovici, de Dijsselbloem également au niveau de l'Eurogroupe, qui est une base qui est bien présente. Et ça me paraît important, parce que même si les négociations peuvent encore durer quelques temps, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour arriver à quelque chose de pérenne sur la Grèce. Il me semble que cette base, c'est ce sur quoi se basent les indices aujourd'hui pour commencer ce mouvement d'accélération. Ça ne veut certainement pas dire en revanche qu'on va monter en ligne droite. Je ne pense pas qu'on soit reparti pour une tendance haussière très rapide jusqu'à 5300 points. On a laissé derrière nous pas mal de gaps ouverts, donc qui sont des trous de cotation entre la clôture de vendredi et l'ouverture lundi. Donc je pense que les marchés européens, et notamment les 2 gros indices CAC et DAX, ont les moyens de venir combler ces gaps. Je pense en revanche que ce qu'on a eu cette semaine, début de semaine, c'est quand même un signal de reprise de tendance haussière qui va se faire progressivement vers les plus hauts annuels et les dépasser. Je ne pense pas que même si la situation au niveau de la Grèce devait se dégrader à nouveau, nous rechutions beaucoup plus bas que les niveaux précédents. On peut y retourner, combler les gaps, passer un peu en dessous, donc il faut être prêt à ce type de variation, mais je pense que les fondamentaux de la zone euro et ce qui est en train de se passer sur la Grèce va déboucher progressivement sur une nouvelle phase de hausse. Et ce qu'on a vu ce matin, les PMI par exemple, et je pense, j'ai parlé tout à l'heure du PMI de la France, PMI d'activité, ça traduit bien cette phase qu'a traversé l'Europe. C'est-à-dire qu'on a eu une accélération de la croissance entre 2012 et 2014. Ça se traduit au niveau des PMI également, avec un PMI qui s'est bien redressé jusqu'en 2014. Ensuite, 2014-2015, on est repassé sous la zone des 50 pour le PMI d'activité en France manufacturier. Et puis là, on repasse. Donc on a longtemps consolidé. Et là, on repasse au-dessus. Et j'ai le sentiment que ça traduit l'activité en zone euro, la baisse du chômage et la croissance qui devrait repartir à la hausse. Et donc, c'est également un signe qui me semble positif dans les semaines et les mois qui viennent pour les indices européens. Donc, je suis vraiment favorable à la reprise d'un scénario haussier, mais en étant capable d'absorber, si on prend des positions, eh bien des retours sur les zones basses qu'on a vues récemment, des plus 3, des moins 3, moins 4%, il faut pour les absorber, mais je ne pense pas que nous repartions très fortement à la baisse sur les indices européens dans les semaines qui viennent. François Mallet, est-ce que c'est votre sentiment aussi, pour poser les choses de manière assez simple, est-ce que la phase de correction est derrière nous? Est-ce que c'est terminé là? Est-ce que les 2-3 séances de rebond ont mis fin à cette séquence-là? Mais ça donne ce sentiment. Alors bien sûr, je ne veux pas encore reparler de la Grèce, on ne fait parler que de ça. Mais si effectivement on peut régler une bonne fois pour toutes le problème grec, effectivement, je pense qu'on repasse sur une phase haussière. Je vous rappelle quand même que sur l'année, nous avons comme objectif une hausse des marchés sur les niveaux actuels d'encore 15%. Donc c'est une vision extrêmement optimiste qui repose sur une reprise de la croissance, je dirais molle, en Europe.
Donc sur le fondamental, c'est sur le fondamental, plus le rattrapage, plus l'expansion de multiples, mais là du réel, quoi. Du réel, avec une bonne surprise du côté de la croissance des résultats. Donc c'est vraiment ça qui nous fait anticiper une telle reprise des marchés, qu'il y ait des secousses au niveau géopolitique, parce que c'est vrai qu'on en parle peu, ou au niveau de la Grèce certainement, mais fondamentalement, oui, il y a une poursuite de la croissance qui va être forte, sans parler de la concentration dans les secteurs. On n'a pas beaucoup parlé des télécoms, même si aujourd'hui est une date importante, mais pour le marché français, je crois que c'est une première étape extrêmement importante sur la poursuite de la revalorisation du secteur télécom. Il y a les télécoms, il y a l'or, on en parlera avec l'un et l'autre, mais un mot de la Grèce, puisque alors des sources européennes, ça fait un moment, quelques semaines, quelques mois qu'on observe là des dissensions au sein des institutions, donc on le rappelle, Commission européenne, BCE et FMI. Le FMI ne semble pas d'accord là sur la liste de réformes qui est présentée par Athènes. Ils ne sont pas d'accord avec les taxes sur les entreprises, avec la TVA et avec ce qui est proposé sur les pensions, c'est-à-dire pas grand-chose sur les pensions en l'occurrence. Ils font bande à part au sein de l'ex-Troïka. Enfin, comment vous expliquez ça, Benjamin? C'est quoi la stratégie du FMI? Pourquoi est-ce que la stratégie du FMI est différente de celle des Européens? On l'évoquait, je crois que la sortie qu'on est en train de négocier pour la Grèce, c'est une sortie court terme qui est plus une sortie politique qu'une sortie vraiment financière. Ouais. Et on avait la volonté que dans ce dossier-là, de trouver une issue pour pouvoir entre guillemets, ne pas aller vers des solutions irrémédiables. Donc le FMI, lui, qui est du côté des créditeurs, je dirais, qui a moins cet intérêt politique, lui, a forcément une vision peut-être un petit peu différente. Donc ça veut dire que dans sa vision à lui, le FMI, il dit ce qui est en train d'être fait, mis en place aujourd'hui en Grèce, ça n'assure pas la pérennité et la soutenabilité. C'est ça, c'est une solution de court terme. D'accord. Voyons un peu plus loin. C'est un peu l'idée. Bon, et politiquement, ça, on n'est pas prêt à le faire aujourd'hui. Enfin, je sais pas, parler du poids de la dette, parler d'un vrai chemin de croissance. Il faut absolument, là, c'est l'excédent primaire qui prime. C'est-à-dire que rien d'autre. C'est très compliqué d'aller discuter de ces points-là aujourd'hui parce qu'on a une situation politique en Grèce qui est difficile à gérer. Si on rentre dans des discussions de ce type-là, il va peut-être falloir aborder des réformes structurelles encore plus importantes. Et puis l'Allemagne est contre. Elle ne veut pas discuter de cette problématique de rééchelonnement de dette. Elle trouve qu'elle a déjà fait assez d'efforts. Donc c'est pas une situation facile. L'Allemagne, je dirais, a envie de discuter de ces points-là calmement. Voilà. Ouais. Elle voudrait trouver une solution sur les problèmes de court terme pour pouvoir ensuite discuter de ça, pas sans avoir un couteau dans le dos. Voilà, c'est un peu l'idée. Dans un deuxième temps, donc Alexandre, on n'est pas encore au bout de nos surprises là dans le dossier grec, parce que c'est vrai qu'on a eu cet engagement verbal assez fort des dirigeants au plus haut sommet en début de semaine, en disant que c'était la semaine de l'accord. On a encore quelques heures, quelques jours avec une série de rebondissements possibles. Ah oui, complètement. Alors, ce que les marchés surveillent très précisément en ce moment, c'est évidemment le comportement des institutions globalement, donc l'ancienne Troïka, vous l'avez dit à l'instant, le FMI, ça c'est le point qui inquiète le plus les marchés ou qui peut l'inquiéter le plus. C'est-à-dire si effectivement le FMI s'entête dans son avis négatif sur la Grèce, ça peut effectivement créer ces moments de retracement, pas forcément très durables, mais ça peut créer de la volatilité. Il y a ensuite le comportement de la Banque Centrale Européenne par rapport aux liquidités d'urgence. On voit qu'il y a eu 4 interventions d'une semaine pour pallier finalement aux sorties de capitaux massives. On parle de 7 milliards depuis le début du mois sur les dépôts, donc l'ELA est là pour combler ce trou de liquidité. Et puis le deuxième élément très important, c'est la validation politique par les députés grecs. Est-ce que effectivement les propositions mises en avant seront validées d'un point de vue politique? Donc ce sont les deux gros points de risque à court terme, je pense, la validation politique et la question du positionnement du FMI par rapport à ça, qui peut ramener un petit peu de nervosité sur les marchés. Mais je ne pense pas en revanche que nous repartions dans des scénarios extrêmement noirs ou négatifs, pas de risque systémique, et même, je m'avancerais même à dire que si on s'orientait vers à nouveau une tension forte avec une coupure de liquidité, éventuellement une mise à l'écart potentiel ou une devise parallèle, je ne pense pas que ça déstabilise la zone euro. Si vous voulez, les pare-feux sont tellement puissants aujourd'hui, tellement volumineux, que même s'il y avait un scénario noir sur la Grèce, je ne pense pas qu'il y ait des effets de contagion, parce qu'il y a le QE, il y a le MES, il y a le programme OMT. Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas en 2012, qui sont venues ensuite, et qui peuvent pallier à ce défaut extrême. Donc je ne pars pas là-dessus, mais même si c'était le cas, je ne pense pas qu'il faille pour autant shorter la zone euro, bien au contraire. Merci Alexandre, merci d'avoir été avec nous pour la clôture. Alexandre Bardès, chef analyste d'IG. On est ensemble pendant encore un quart d'heure. On va marquer une dernière pause. Je vous rappelle, la marque finale du CAC ce soir, 5057 points, plus 1,18%. Une pause et on se retrouve avec François Mallet, Kepler Chevreux et Benjamin Louvet, Prime Finance.
BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Du lundi au jeudi sur BFM Business, le grand live du numérique. E-commerce, robots, cloud et big data, comment la technologie bouleverse l'économie. Débats, chroniques, interviews d'entrepreneurs et de start-upers. Vibrez au rythme des nouvelles techno de New York à Paris. Tech & Co avec Sébastien Coinon et la rédaction de 01net.com du lundi au jeudi à 22h sur BFM Business. Agilité, performance, confiance. Cegid, des services cloud et des logiciels de gestion. BFM Business, toutes les émissions, toutes les interviews en replay, connectez-vous sur bfmbusiness.com. Toute l'info, toute l'écho à la carte, bfmbusiness.com. Toute l'actu éco, analysée, commentée, thème par thème. Sur bfmbusiness.com, écoutez ou regardez le live, réagissez en direct aux émissions. bfmbusiness.com, l'économie sur mesure. Bienvenue chez Uniland. Sur uniland.fr, les PME françaises empruntent auprès du grand public, directement, et en seulement 15 jours. Sur uniland.fr, tout le monde prête son argent aux PME françaises, directement, et en choisissant son taux d'intérêt. Rendez-vous maintenant sur uniland.fr. Uniland, vos intérêts se rencontrent. Investir en bourse, c'est savoir saisir les opportunités. Faire preuve d'audace et de réflexion. Acquérir de l'expérience. Développer vos stratégies. Tracez votre parcours. Vivez le trading avec IG. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Dernier quart d'heure du Club de la Bourse avec nos invités, Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance, François Mallet, responsable des marchés actions de Kepler Chevreux. On va reparler des matières premières avec vous, Benjamin Louvet. Vous vouliez parler de l'or. On va reparler des télécoms avec vous, François. Mais d'abord, petit résumé là, de la situation pour ceux qui nous rejoignent. J'aime bien faire ça après la clôture, là, parce que souvent, il y a des gens qui nous rejoignent en toute fin de séance, qui n'ont pas forcément le résumé des épisodes précédents. Allez, 4 séances de hausse consécutives en Europe. On reprend 4-5% en 2 jours. Donc, c'est quand même un rebond assez violent. François, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'on achète? Et puis, dans quel type de marché est-ce qu'on peut se retrouver désormais après la phase de correction qu'on a connue? Effectivement, il y a une incertitude majeure pour les marchés, c'est sur la Grèce. Donc on peut espérer, on l'espère sous 48 heures, qu'on aura réglé, entre guillemets, le problème, en tous les cas, à court terme. Ça va assurer la possibilité pour les marchés de revenir à des fondamentaux, ce qu'on a dit, sur la croissance, qui surprend plutôt en bien, et donc sur la croissance à venir des résultats des entreprises, où on peut espérer que sur la seconde partie de l'année et sur 2016, on ait des bonnes surprises. Donc on revient aux fondamentaux, et là, en termes de valorisation, surtout si on compare au marché américain, et là où on est dans le cycle, et bien, effectivement, les marchés européens sont plus attrayants, ce qui peut expliquer et justifier non seulement le rebond des marchés à court terme, mais au-delà sur le reste de l'année. Mais un marché plus normal, parce que je me souviens, en début d'année, tout le monde nous prédisait une année normale, donc avec croissance des bénéfices et une croissance tranquille du CAC de l'ordre de 10-15%, voilà, corrélé à la croissance des bénéfices des entreprises. C'est pas du tout ce qu'on a eu sur la première partie de l'année. Ça s'est emballé, c'est parti comme une fusée. Est-ce que la deuxième, dans votre scénario, espérer que ça revient, mais bien sûr, il y a des incertitudes. On parle de la Grèce, mais on peut peut-être aussi parler des incertitudes géopolitiques en Europe, avec l'Ukraine, l'armement, qui peut, à un moment ou à un autre, quand même inquiéter les marchés. On n'en parle plus du tout, là. On n'en parle plus, et à mon avis, c'est, entre guillemets, c'est pas péjoratif pour les Grecs, mais beaucoup plus sérieux que le problème grec que l'on a aujourd'hui. Donc là, ça peut créer, effectivement, mais à la limite, des opportunités de marché à un moment ou à un autre sur la seconde partie de l'année. Pourquoi vous voulez parler de l'or, Benjamin? Il ne se passe rien sur l'or, ça bouge pas. Justement, c'est peut-être pour ça que c'est le moment d'en parler, mais je rajouterais une chose quand même, effectivement, dans les éléments importants à regarder, effectivement, qu'on a un peu complètement oublié pour l'instant, focalisé qu'on est sur cette problématique grecque qui, rappelons-le, fait que 2% du PIB
européen. Donc si on parle de vraies problématiques de croissance mondiale, on a la problématique des pétroles de schiste aux États-Unis qui pose un vrai problème et qui pose un risque sur la croissance américaine, mine de rien, parce que ça a été un des gros pourvoyeurs d'emplois, notamment aux États-Unis. Un grand pan de l'industrie aujourd'hui. Exactement. On a également la Chine, dont on ne parle plus. Mais la Chine, aujourd'hui, est en voie de restructuration. Alors, elle a annoncé des projets extrêmement positifs, le développement de la route de la soie, on a eu l'occasion d'en parler, mais qui sont des projets à long terme. À court terme, il va falloir voir si la Chine arrive à se tourner vers son modèle de consommation intérieure dans le cadre de la croissance actuelle. Donc ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que la croissance de la Chine se stabilise entre 7 et 7,5 ou est-ce qu'elle continue à descendre? Et puis, il y a les tensions géopolitiques. On évoquait effectivement l'Ukraine. On peut aussi évoquer les tensions dans la mer de Chine entre les États-Unis et la Chine. Et là, je pense qu'on est sur des sujets qui sont beaucoup plus fondamentaux, même s'ils sont peut-être moins intéressants pour l'instant parce qu'un peu plus lointains, mais beaucoup plus importants en termes de conséquences possibles sur nos économies à moyen terme. Bon, et l'or? Alors l'or, deux choses importantes. La première, c'est que on a la Chine qui est devenue un acteur extrêmement important sur le marché de l'or. Alors on en parle assez peu, mais la Chine, c'est le premier producteur d'or au monde aujourd'hui, et de loin. Sachant que la loi chinoise interdit que l'or qui est extrait en Chine soit exporté. Il reste en Chine. Première chose. La deuxième chose, c'est que la Chine aujourd'hui a vocation à essayer de changer un peu sa politique de gestion de ses réserves de change. Et dans ce cadre-là, elle a lancé le projet de la route de la soie qui lui permet d'investir ses réserves de change plutôt que de les reporter dans le financement de la dette des États occidentaux. On a un certain nombre de structures qui ont déjà été montées. La IIB, 60 pays ont déjà rejoint, et un certain nombre d'autres structures qui ont été financées avec ces réserves de change. Et dans ce cadre du redéploiement de ces réserves de change, il y a l'intégration dans le projet de la route de la soie de l'or. Et c'est important de le souligner parce que dans le même temps, il y a une deuxième opération qui est menée par la Chine, c'est l'intégration du yuan dans les droits de tirage spéciaux du FMI. Le 15 et le 16 juin, les officiels du FMI étaient en Chine et ils ont pour vocation d'étudier la faisabilité. Je rappelle que les droits de tirage spéciaux sont revus tous les 5 ans. C'est un panier de 5 devises, je crois, ou 4 devises. Oui, pour l'instant, il y a yen, dollar, euro. Les grandes devises, et donc le yuan devrait intégrer ce panier. Le FMI a dit que le yuan était plus sous-évalué, qu'il était éligible. S'il intègre ce panier, il y a pas mal de personnes qui évoquent le fait que aujourd'hui, pour crédibiliser la monnaie, pratiquement tout le monde est d'accord. Même Bloomberg a fait une étude sur le sujet dans lequel il dit que les réserves d'or de la Chine sont plus probablement 3500 tonnes que les 1000 tonnes officielles aujourd'hui. Ça pourrait avoir un gros impact. Et puis il y a des risques géopolitiques, on l'évoquait. Oui, mais alors justement, je voulais qu'on finisse là-dessus pour boucler le sujet sur l'or. Ça a plus ce statut de valeur refuge qu'on a connu quand même jusqu'à encore récemment. Enfin, je sais pas, dans tous les épisodes de crise, quand on regarde l'or, ça fait vraiment pas grand-chose, quoi. En réalité, on dit ça, mais rappelons-nous quand même. On va resituer le débat. Ouais. Rapidement, parce qu'il y a les l'or en 2008, l'or en 2008, les marchés actions font moins 45%. On dit que l'or ne joue pas son rôle. L'or fait plus 3% en 2008. Oui, effectivement. On appelle ça faire son rôle. Non, bien sûr. L'or, est-ce que vous savez, effectivement, l'or, sur les 5 dernières années, fait beaucoup moins bien que les actions. Il fait à peu près 50% de moins bien que les actions, dividendes réinvestis. Sur 10 ans, l'or a encore 240% d'avance sur les actions, dividendes nets réinvestis. Sur 15 ans, pareil. Donc, est-ce qu'il joue son rôle de valeur refuge? Je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à penser qu'une valeur qui se comporte comme ça et qui ne monte pas en même temps que les actions, c'est un peu un rôle de valeur refuge. Si vous prenez les portefeuilles type américains qu'on appelle les portefeuilles permanents, où il y a 25% d'immobilier, 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% d'or, ça fait mieux que tout le monde. C'est imbattable. Ouais, ça c'est vrai que parfois il y a des graphiques. Donc on aime ou on n'aime pas, mais les faits sont très têtus. Bien sûr. Les télécoms. Bon, il y a plein de questions autour du sujet télécom. Enfin, moi la première quand même, c'est on verra ce que dit Martin Bouygues ce soir. Est-ce qu'il veut 10 milliards? Est-ce qu'il veut essayer de soutirer un peu plus à Patrick Drahi, qui a les moyens de payer un peu plus? Mais qu'est-ce qu'il fait avec 10 milliards ou plus, Martin Bouygues là? C'est la vraie question. Alors, on lit beaucoup ses ambitions dans le domaine des médias. Alors, on a lu Veolia, ProSiebenSat en Allemagne, ces deux noms là qui sont ressortis.
Oui, j'ai du mal à le croire. Il ne faut pas oublier quand même que c'est une famille qui contrôle ce groupe. Donc la gestion reste quand même une gestion, sans que ça soit péjoratif, de père de famille qui fait attention à ses actifs. On peut estimer, compte tenu de notre position dans le cycle économique, qu'aujourd'hui les actifs dans la construction ne sont pas bien valorisés et ne sont pas bien valorisés par le marché. Donc pourquoi Martin Bouygues ne songerait pas finalement à retirer le groupe de la cote avec les liquidités qu'il va obtenir aujourd'hui des télécoms? Ça lui permettrait de racheter justement ce pôle construction à très bon compte, de détenir 100%, en plus il pourrait payer cash, de détenir 100% de son groupe, 100% du groupe familial. Pour moi, ça devrait être une opportunité. Une fois de plus, je n'ai aucune information. Non, je tiens à le préciser, mais pourquoi pas? C'est le scénario qui aujourd'hui ne semble pas envisagé par les marchés. Ça ne veut pas dire que Martin Bouygues ne ferait rien derrière, mais est-ce que les marchés aujourd'hui lui offrent une opportunité supplémentaire maintenant qu'il va se retirer des télécoms? Je n'en suis pas certain. Donc pour moi, c'est une hypothèse crédible. Après, le développement dans les médias, pourquoi pas? Maintenant, je ne suis pas sûr que, fort de l'expérience de TF1, il ait une expérience suffisante au niveau de l'international pour aller développer une chaîne en Allemagne qui, en l'occurrence, pour ce qui est de ProSieben, a quand même été restructurée, dont la rentabilité a été améliorée par les précédents et les actuels dirigeants de ce groupe. Donc l'effet de levier sur ProSieben ne me semble pas très important. Donc je ne crois pas. En revanche, pour revenir rapidement sur le secteur des télécoms, là je pense que c'est le premier étage de la fusée, qu'une fois que le marché français sera consolidé, je pense qu'on va enfin pouvoir assister à des mariages au niveau européen. Là je pense qu'il peut y avoir des choses extrêmement intéressantes, et d'ailleurs je pense que M. Bolloré, au niveau de Vivendi, a bien compris, et que si aujourd'hui il se renforce dans Telecom Italia, c'est qu'il pense qu'il y a un vrai actif au niveau de Telecom Italia et de son réseau, et que ça peut être une cible potentielle. C'est une question qu'on se pose. Il y a des vraies synergies transfrontalières? Il y a des économies à faire, ne serait-ce que sur la diffusion des contenus à terme que l'on pourra avoir au niveau européen, et justement la consolidation du marché in fine permettra d'avoir des meilleurs tarifs et d'améliorer le revenu par abonné. Merci messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. François Mallet, responsable des marchés actions de Kepler Chevreux, Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance, le CAC ce soir qui accroche une 4e séance de hausse consécutive, plus 1,18%.